Vous écoutez Le Temps d'une bière. Le temps d'une bière, c'est quoi? C'est le temps qu'on prend pour parler de l'histoire avec une bière. C'est littéralement l'histoire et la bière. Des fois, c'est l'histoire de la bière. Aujourd'hui, Johnny Baudouin, mon invité, animateur de Smack Talk, il est dangereusement content d'être là. Très content d'être là. Pourquoi? Merci. Pourquoi t'es content d'être là? À cause que tu me fascines. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? L'histoire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as pas fait? Ouais, c'est les grandes questions déjà, ça fait même pas 50 secondes qu'on roule. Exactement. J'aime ta rapidité d'exécution. On Merci. s'en va dans le vif du sujet Oui. rapidement avec toi en Ah ciseaux. ouais, moi je niaise pas. C'est là que ça se passe. Ouais. Fait que t'avais genre 8000 questions pour moi sur la bière, c'est ça un peu le concept? Ouais, pas mal, oui. Super. Ouais. On a juste 1 heure par contre. Ouf, OK. On peut faire 1h05, là, mais tu sais, qu'à un moment donné, il faut aller aux toilettes, faut aller porter les enfants en garderie. À l'heure où est-ce qu'on fait le podcast, ça n'a pas vraiment de sens. Mais je veux dire, il y a des gens qui pourraient avoir cet enjeu-là. C'est vrai. L'orge. L'orge. Ça se retrouvait partout dans le monde? À travers le monde? L'orge, ça pousse bien. On trouve de l'orge qui pousse jusqu'au cercle pré-arctique. Tu sais, il y a 2 cercles polaires. Là. Il y a le cercle genre sous-polaire. Oui. Il n'est pas sous, puis il n'est pas polaire. Il n'est pas bipolaire dans le sous. Mais c'est comme ça pousse très, très haut dans le nord. OK. Fait que ouais, l'orge, c'est une céréale qui est vraiment résistante. Mais c'est pas la raison pour laquelle c'est un ingrédient principal dans la bière. C'est plus parce que c'est un type de céréale dont on peut facilement extraire beaucoup de sucre pour faciliter la production de la bière, c'est-à-dire faire la fermentation. Mais là, c'est fascinant parce que ça a un type d'enzyme en plus d'avoir la céréale qui est bien faite, mais c'est un type d'enzyme qui va faciliter la transformation de l'amidon en sucre. En sucre plus simple. C'est pas juste du sucre, là. Il y a plein de catégories de sucre. Mais c'est les types de sucre que les levures sont très bonnes à consommer. Fait que c'est comme un mariage des circonstances, dans le fond. Tu as certaines céréales qui sont très bonnes pour la torréfaction, certaines céréales qui sont très bonnes pour donner du goût, certaines céréales qui sont très bonnes pour donner du sucre. Après ça, certaines levures. Ça, c'est le truc qui va manger la céréale puis péter du dioxyde de carbone avec de l'alcool éthylique. Il y a certaines levures qui sont très bonnes pour manger certains types de sucre. Ou alors qui sont très bonnes pour travailler à certaines températures. Ce qui fait de la bière une créature monstrueusement complexe. C'est vivant, premièrement, la bière qu'on boit en ce moment. Là, si c'est une ale, qui est le cas, il y a encore un petit peu de levure dedans. Puis c'est bizarre, on pense pas à une bière comme quelque chose de vivant. Puis ça, c'est parce que jusque dans les années 80, jusque dans les années 90 à peu près, la grande majorité des gens qui buvaient de la bière buvaient une Pils, qui est une lager. Dont le nom Pilsner? L'histoire de la... Est-ce que ça fait de sens? Pas toutes les lagers sont des pilsners, mais OK. toutes les pilsners sont des lagers. Les premières lagers qui ont existé étaient des bières noires. Tu penses pas à une bière noire quand tu penses à une lager. Non, c'est haut. Mais ce sont, en fait, non pas les Allemands, mais des Tchèques qui ont lancé une lager pâle. Puis ça, c'est un drôle de concours de circonstances, mon ami. C'est géopolitique à souhait. Ah oui, hein? Es-tu prêt pour une petite aventure européenne, un road trip dans l'histoire? I'm born ready. Super! T'es né prêt. Oui. Ça se dit quand même bien en français. Quand même, oui. Je suis né prêt. T'es né prêt. Oui. On dirait qu'il manque un mot, par contre, né prêt. On dirait que... c'est comme on dirait qu'il manque quelque chose. Il manque rien. Juste une bière. Ben non, il manque rien, t'es né prêt, tu l'as dit. Fait que c'est ça. Une lager pâle, ça n'existe pas jusqu'à ce que il y ait un petit problème géopolitique dans la sympathique petite ville de Plzeň, en Bohême, qui se trouverait aujourd'hui en Tchéquie, formellement la République tchèque, formellement la Tchécoslovaquie. Fait que ça C'est pas la ressemble à... place sur la planète où est-ce que la bière est la moins chère? ça m'étonnerait, en fait. Oh, OK. Il y a beaucoup de pays C'est moins cher que l'eau, en je crois. Afrique, en Asie, Oui, où est-ce ok. que la bière est, par rapport, mettons, au pouvoir d'achat du consommateur, beaucoup plus abordable qu'ici. Mais c'est sûr que toi puis moi, on boit de la bière de microbrasserie. Là. C'est sûr qu'on a comme l'extrême. Ouais, la Mais bourgeoisie. ceci étant dit, il faut quand même dire qu'on boit du Trou du Diable Ouais. et que ça vaut le prix qu'on paye pour. C'est très bon en très, passant. très, très bon. C'est une C'est bonne excellent bière. en passant, oui. C'est une très bonne bière. Et puis, c'est ça. Où est-ce que on est à Plzeň. Essaye de prononcer ça comme il le faut, toi. Plzeň. 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 C'est comme une explosion de consonnes dans le micro. Fait que plus l'auditeur a mal à ses oreilles, mieux tu le dis.
Plizen. Parfait, j'ai eu mal. Ouais, Il y a eu de la douleur ici. Tu as pris de la douleur. Fait que c'est ça. Donc, on va se soigner. Mais c'est ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? On est en 1836, 37, 38, 39, dans ces eaux-là. Et puis, imagine un petit carré de ville, hein, la petite place publique, dans lequel, à un moment donné, hors de nulle part, surgissent une horde de gens complètement fâchés avec 36 gros barils qui s'en vont drainer en faisant « Ouais! » Un peu avec la passion gothique de quelqu'un qui s'en va exécuter une sorcière au Moyen-Âge, au 14e siècle, juste parce qu'une dame a commis l'erreur de se tromper d'onguent quand elle a guéri le curé, alors que tous les hommes docteurs étaient complètement pourris. Oui. C'est un peu plus comme ça. Fait que là, les monsieur, madame, tout le monde qui sortent, pas avec leur fourche, mais avec leur baril pour drainer de la bière, sont vraiment en colère. Pourquoi? Parce que la bière est pas bonne. Plizen, historiquement, c'était une des premières places qui a eu une charte royale pour brasser de la bière en Europe. Charte royale. Oui, il te fallait la permission de quelqu'un pour pour brasser à une échelle commerciale, disons. Okay. Tout le monde fait brasser chez soi, à quelques exceptions près. Puis à Plizen, c'est très contrôlé, mais c'est aussi parce que jusqu'au 10e siècle, l'Église chrétienne se méfie de la bière. Non, c'est le vin qu'on veut. On veut du vin, mais là, on ne peut pas faire pousser la vigne partout. Et puis, il y a aussi les gens qui étaient là bien avant, disons, l'Église chrétienne, qui, eux, faisaient depuis bien longtemps de la boisson fermentée qu'on appelait de la cervoise ou du gruy ou n'importe quoi dans les langues locales dans lesquelles tu avais de la céréale qui avait un peu malté, puis des aromates locaux pour donner du goût, pour aider à préserver. Fait que tu avais plus ou moins de la bière, il y avait juste très peu de houblon. À Plizen, c'est une place qui avait une grande tradition brassicole. Ça faisait longtemps qu'on faisait de la bière, plus longtemps que dans bien d'autres places en Europe. Puis il y avait une certaine tradition, il y avait un certain standard. Il y avait des gens qui allaient là-bas pour boire de la bonne bière, puis les gens étaient fiers de leur bière. Mais tout ça va changer en 1836 quand la bière est à ce point mauvaise qu'on va aller drainer ça dans la rue. Puis là, l'Association des brasseurs puis des puissants du petit monde de Plizen vont se mettre ensemble et vont dire « OK, il faut que ça change. Let's make Pils great again. » C'est ça qui est arrivé. C'est MAGA, mais pour la bière, puis sans Trump. Fait que dans le fond, ça n'a pas rapport pantoute. Okay, fait qu'on oublie Trump puis on oublie MAGA, c'est un mauvais exemple. Mais c'est quand même « Let's make beer great again. Yep. Fait que ces gens-là se disent « OK, on va se fonder une brasserie avec ce qui se fait de mieux. » Fait qu'ils envoient des émissaires, aller trouver les meilleures personnes pour faire de la bière. Ils s'en vont recruter un brasseur bavarois qui est un jeune homme d'environ 30 ans, qui est le fils d'un brasseur assez connu en Bavière. La Bavière, c'est voisine de la Bohème. Puis là, on fait de la bière de type lager. Qu'est-ce que les Allemands font exactement? Ou plutôt, pardon, qu'est-ce que les Bavarois font? C'est que eux autres, ça fait longtemps que ils font vieillir de la bière. Ça se fait presque pas parce que les gens n'ont pas vraiment les moyens de faire ça. Il faut une infrastructure, puis il faut du temps, puis il faut de l'argent. Alors, en Bavière, on a des celliers, on a des cavernes. On a découvert que quand tu laissais ta bière au frais pendant un certain moment, on dirait qu'elle se purifiait. C'était plus facile d'éliminer les sédiments, elle était plus claire. C'était quand même une bière bien foncée. C'est juste une bière qui se buvait, qui était un tout petit peu plus rafraîchissante avec moins de sédiments dedans. Et puis, à force de laisser les bières au froid, il y a des levures dans l'air qui se sont concentrées puis qui se sont retrouvées dans les marmites à bière puis qui ont changé un peu le type de bière. Puis ça, c'est la deuxième grande famille de levures dont il faut absolument parler. C'est la levure typique qu'on utilise pour les lagers. C'est que la fermentation n'est pas la même, les levures n'agissent pas de la même façon, mais grosso modo, c'est une bière qui finit par être plus claire. La levure de bière de type lager, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille à une température plus basse. Elle est plus bonne à travailler en température plus basse, mais elle prend plus de temps pour manger le sucre puis péter de la broue, littéralement. Fait que ça peut y prendre 3 mois. Est-ce que c'est vrai que la température, mettons, de la bière, est-ce que ça change le goût? Ouais. Oui. Oui, mais indirectement, parce que ça change la façon dont la levure travaille. Okay. Donc, nécessairement, ça va changer ce que la levure va ultimement créer. Sur la même bière ne goûtera pas différent que, mettons, si elle est froide ou tiède. Ouais, meilleur exemple, c'est la bière anglaise. Bière anglaise, c'est fait pour être... Room temperature. Absolument, c'est plus bon comme ça. Oui. Mais pour en revenir à la petite ville de Plizen, là, qui ont une bière vraiment mauvaise, qui veulent réhabiliter,
Ils s'en vont en Allemagne, puis ils s'en vont voir les Bavarois. C'est pas mal eux, là, les inventeurs de la lager. Mais tu sais, c'est encore une bière noire. Puis ce qui arrive avec la levure qu'ils ont découvert là-bas, c'est que quand la levure travaille plus lentement, elle fait une bière qui est plus claire. Ça se condense plus facilement. Il y a moins de turbidité, il y a moins de protéines qui restent à la fin. La levure, elle bouffe tout. La levure est vraiment efficace. Il n'y a plus de sucre qui reste, là. C'est sec. C'est pour ça qu'une bonne lager, souvent une bonne pils, c'est une bière qui est sèche. Fait que là, après ça, c'est les Bavarois. Eux autres, ils ont utilisé des celliers, des caves, des sous-sols. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que les beer gardens, ça existe. Parce que... Non, mais attends, tu as un cellier, tu vas creuser, tu vas mettre ça dans une cave. Mais là, tu veux quand même que ce soit le plus frais possible. Donc, s'il faut que tu creuses ça, tu vas essayer d'éviter d'avoir beaucoup de lumière du soleil. Tu vas essayer d'avoir de l'humidité dans le sol. Tu plantes des arbres. Quel genre d'arbres? Ben, pas des arbres qui ont des racines trop profondes. Fait que tu vas utiliser juste certains types d'arbres, comme par exemple des marronniers. Les marronniers, c'est gros, mais les racines vont vraiment horizontalement. Donc, ça ne va pas verticalement. Fait que là, tout d'un coup, tu as investi, tu as des marronniers, ils poussent sur ton cellier. Fait que là, ben, mettons que ta bière est prête, ben, tu vas servir ça sur place, tu mets des tables, à l'ombre, des marronniers, au-dessus de ton cellier, tu sors la bière, est à côté, tu mets ça sur la table, et ça te fait des beer garden. Fin de la parenthèse. Fait que là, ça règle pas vraiment le problème de nos amis. Là. Nos amis, ils sont en mode recherche. Ils veulent quelqu'un qui va les aider à faire de la bière. Puis ils le trouvent en Bavière. Ils le ramènent. Mais là, lui, là, il se dit, mais moi, il me faut le meilleur malt, le meilleur grain. Il s'en va en Angleterre. Là, tu as la technique bavaroise, check, il manque quelque chose d'important. En Angleterre, on commence à innover. On commence à changer la façon dont on torréfie le grain. Ça veut dire qu'on le prépare à lâcher son sucre pour que la levure pète la broue avec. Jusqu'avant, on faisait du malt en faisant chauffer directement et avec comment je peux dire ça? Tout ce qu'on pouvait. Donc, le contrôle n'était pas très bon. Donc, la céréale, souvent, elle calcinait. Puis là, tout d'un coup, il en fallait plus pour donner plus de sucre. Fait que là, on commence à créer des grains, de l'orge maltée qui est moins calciné, qui est moins chauffé, qui est plus pâle. Fait que dis-toi que jusqu'en 1800 à peu près, ton malt, donc ton orge qui a été chauffé, pour relâcher son sucre, il était foncé. Fait que si tu mets du grain foncé dans une bière, la bière va être foncé. Est-ce que ça, le stout, c'est exactement ça. OK. Puis au début, là, c'est foncé. Au début, le stout, ça vient du porteur, c'était foncé comme ça se peut pas. Et puis, ce qu'on découvre, c'est qu'avec la révolution industrielle, les Anglais découvrent beaucoup de façons d'améliorer la production de la bière. Une chose qu'ils font, c'est qu'ils s'inspirent du café. Les machines de torréfaction du café apprennent que la chaleur indirecte sur le grain permet de moins le calcifier, de moins le calciner, puis de retenir plus de sucre. Ça te fait du malt blond, du malt pâle. On n'avait jamais vu ça, là. C'est une invention britannique. Fait que là, tout d'un coup, tu as un grain qui est plus optimal, si on veut, qui a encore plus de facilité à se faire bouffer par la levure pour péter de l'alcool éthylique. Donc là, notre brasseur bavarois s'en va là-bas, se dit « OK, on va faire ça en anglaise ». Fait que là, c'est des Tchèques de Pilsen qui s'en vont chercher un bavarois pour prendre du maltage anglais puis faire ça en République tchèque, en Bohème. Mais là, qu'est-ce qu'il y a en Bohème? L'eau. Là aussi, c'est important. Si tu as de l'eau de merde, tu vas avoir de la bière de merde. Si tu as de l'eau vraiment cristalline, tu vas avoir une bière cristalline, etc. Là-bas, eau cristalline comme ça se peut pas. Pas de résidus, clair, de l'eau des montagnes. De l'eau de Moravie. Magnifique. L'eau est à côté, c'est clair. Je veux dire, ça va faire une bière qui va être très claire. Fait que tu prends de l'eau très claire à la base avec un malt déjà qui est le plus pâle de toute l'histoire de l'humanité, avec la technique anglaise. Puis là, tu utilises le houblon qui pousse naturellement depuis très longtemps en Bohème, parce que ça fait longtemps que la Bohème fait de la bière puis a adopté le houblon. Donc là, tu as un houblon qu'on appelle noble. Pourquoi? Parce qu'il prend pas trop de place. Il est très subtil. Et il ne vole pas non plus la vedette à la céréale. Fait que tu as un goût floral, un goût légèrement épicé. Puis tu as une bière qui est pâle, qui est sèche et qui est excessivement peintable.
c'est un record mondial de peintabilité. On n'avait jamais fait une bière aussi facile à boire. Et c'est ça la révolution de la Pilsner, qui vient de la ville de Pilsen, pardon. Cette bière-là, c'est la première lager véritablement très pâle. Il y avait déjà eu des lagers pâles là, quand même. On avait déjà expérimenté. La Pilsner n'a pas tout inventé. Mais à ce niveau-là, à ce point-là, c'est l'expérimentation sociale de Pilsen. Puis à la base, c'est vraiment juste des brasseurs, des citoyens puis des richards, dans le sens de riches, qui se mettent ensemble et qui se disent ben, on peut-tu avoir de la vraie bière, là? Parce que leur problème, c'est que leur bière avait tellement détérioré que le monde commençait à acheter de la lager en Allemagne. Fait que leur fût resté ouvert pendant super longtemps. Donc, à force d'aller acheter de la bière en Bavière, les fûts restaient assez ouverts pendant longtemps que la bière à l'intérieur s'oxydait et surissait. Donc, la bière était littéralement pourrie, elle n'était pas bonne. Puis ça, c'est parce que la bière allemande était trop bonne. Donc, en important la méthode allemande, avec la technique anglaise, tout d'un coup, ils allaient monter leur standard pour être sûr que leur bière, premièrement, soit buvable, mais accidentellement, ils ont découvert que quand tu mélanges le malt anglais, le savoir-faire bavarois, puis l'eau de Moravie, avec le houblon de Saz qui pousse aussi en Moravie, ben là, tout d'un coup, tu as une bière là, qui a changé le monde. Parce que c'est la bière qui a accompagné tout le reste de l'industrialisation, la montée du mouvement ouvrier. C'est la bière que les premières rails de l'Europe ont apportée aux quatre coins de l'Europe. Puis là, je parlais de l'eau... je disais de l'eau de Moravie, là, mais c'est l'eau de Bohême, là, c'est de l'eau des montagnes. Et puis, c'est ça. Cette bière-là, son avènement a aussi coïncidé avec les débuts de la réfrigération, les débuts de la globalisation, dans le sens d'une économie assez importante du temps et du coût des voyages à travers le monde. Donc, cette pils-là, en dedans de 3 ans après sa création, c'était la grande sensation dans les cabarets, dans les casinos, dans les bars, dans les pubs, dans les cafés. Les cafés, aujourd'hui, c'est des places où tu payes trop cher pour un café parce que le barista a eu de diplôme. Mais à l'époque... un café, c'était un endroit pour une certaine catégorie sociale dans lequel on pouvait consommer à peu près n'importe quoi parce que le café, ironiquement, n'était pas super bon. Ça a pris longtemps avant que le café soit vraiment, vraiment bon. Au début, quand on a importé le café en Europe, quand on a commencé à faire du café, on ne savait pas trop comment transformer le café en boisson qui s'appelle café. Fait que souvent, ça il y avait pas les baristas modernes. Ben c'est ça, il n'y avait pas 8 diplômes. Exactement, 8 diplômes, 8 piercings. Oui, c'est vrai, hein, c'est un diplôme par piercing. Exactement. Selon le grand livre de la jungle. Oui. Qui a été signé par Jésus après la game des Nordiques en 92. Exactement, Nordique canadien. Nordique canadien. Quand le Nordique jouait contre le Canadien? Oui. OK. Grosse game. Une grosse game. 92, hein? Ouais. En parlant de Nordique canadien. Hey! Parlons de l'histoire de la bière au Québec. Garde, c'est Saint-Jean aujourd'hui, là? Parlons de vraies affaires. Go. Ben écoute, tu l'as dit, Nordique canadien, c'est tout ce qu'il y a de... Écoute, c'est juste ça qu'on a. S'il y a une chose au Québec qui est fondamentale dans la bière, c'est l'association entre la bière et une game de hockey. Ouais. Puis c'est les grandes brasseries, puis c'est les grandes brasseries commerciales. Puis ce qui est intéressant au Québec, c'est la relation qu'on a avec nos grandes brasseries puis nos petites brasseries. On a des histoires phénoménales de petites brasseries qui ont fait des progrès monumentaux dans l'avènement de la bière artisanale. Je pense à Unibrou. Oui, Unibrou sont venus sur mon show. Là. On a eu bien du fun avec Sylvain Bouchard. Nice. Ils ont vraiment ouvert la voie à la transformation de la bière comme un carburant d'intoxication en délice, littéralement. Ça, c'est l'utilisation de la bière belge, mais c'est aussi ça, la recherche d'un goût qui a une signature puis qui veut dire quelque chose. Puis là, eux, leur brillance, ça a été, au tout début du mouvement microbrassicole, d'associer l'identité québécoise avec la brasserie artisanale comme littéralement un produit du terroir, mais riche en histoire. C'est la raison pour laquelle ils viennent sur le show, là, parce qu'il y en a, surtout Sylvain, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est ça. Si tu veux qu'on parle un peu de l'histoire de la bière au Québec, je pense que ça commence avec une absence notable de bière. Parce que notre histoire du Québec à nous, gens de couleur blanche de peau, commence avec celle de nos ancêtres qui sont arrivés. Puis ces ancêtres-là, ils n'apportent pas de la bière.
il n'y a plus de bière quand ils arrivent. Ils ont bu la bière en chemin, puis la bière qui reste est plus bonne. Je veux dire, même avec du houblon, là, avec les aléas de l'océan, avec la consommation à bord, cette bière-là, oublie ça. Donc, les richissimes de l'époque boivent du cidre et du vin. Le cidre, un peu moins, le vin, beaucoup plus, mais c'est cher. On a essayé, dès les débuts de la Nouvelle-France, de faire pousser du vin. Voyons, de faire pousser du vin. Je suis ridicule. Je suis non tata. De faire pousser de la vigne. Mais c'est paradoxal. Oui. Les premiers récits de voyage de notre grand ami Samuel de Champlain, fondateur de Québec, il décrit la vigne qui pousse ici comme étant quand même pas pire, on peut faire du bon vin. Puis, dans le siècle après, on dirait vraiment que la vigne. Mais il n'y avait pas de demande pour la bière non plus, là. Tu sais, avec le catholicisme aussi, avec le vin, tu sais, c'était pas nécessaire. C'était plus facile de trouver de l'argent pour faire importer du vin du côté des frères puis des sœurs qui travaillaient dans les seules institutions sociales véritables qui étaient des organismes de charité puis des écoles que d'importer de la bière. Mais aussi, c'est une question d'espace. Ton vin, il contient un petit peu plus d'alcool que ta bière, donc déjà là, tu sais, il y a un ratio d'espace puis de coût. Mais ce qu'on sait, c'est que pendant les premiers siècles, au moins, on importe beaucoup l'alcool. Puis ça coûte cher. Fait que souvent, il en manque. On commence à faire de la bière, mais la bière n'a pas la fonction qu'on a aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui boit de la bière. C'est moins prisé que le vin, surtout les vins fortifiés, parce que les vins fortifiés, ça se garde juste mieux puis ça préserve bien son goût. Oui. Sauf qu'on brasse de la bière, là, définitivement. Tous les pas tous les couvents, mais... toutes les écoles, notamment chez les jésuites, tous les hôpitaux ont leur propre bière ou un contracteur pour faire de la bière. On brasse à la maison, mais ça va prendre du temps parce que ça coûte cher. Juste un chaudron. Le chaudron dans lequel tu as ta bière, ça coûte vraiment cher. Puis les gens, ils n'ont pas d'argent. Il n'y a pas beaucoup de monnaie non plus. Donc, tu vas avoir dans le fond de la bière artisanale maison, par défaut, dans beaucoup de foyers, mais ça va venir quand même sur le tard. Puis là, pendant ce temps-là, c'est le vin qui va quand même régner chez les plus riches, si on veut. Mais c'est souvent un problème, le vin, parce que dépendamment des guerres européennes, souvent, ta cargaison pour laquelle tu payais, elle se rend pas ou elle se rend un peu édulcorée. Il y a des fois des gens qui arrivent avec un baril, puis le baril est percé parce qu'il y a des verres qui sont capables de résister à l'alcool éthylique, puis qui mangent le baril, fait que le baril est troué, puis là, c'est absolument imbuvable. Fait que c'est ça, c'est la dépendance sur la maison mère, dans le fond, plus qu'à l'époque britannique. Puis là, les Britanniques qui arrivent au Québec, puis ils mettent des brasseries tout partout. Parce que s'il y a une chose qui est vraie avec les marins britanniques, c'est que ça boit en saint, s'il vous plaît. Je veux dire, les Français aussi, ils boivent de la bière à l'époque. Brasserie, pub. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est la culture de boisson, mettons. Ouais, les Anglais sont forts là-dessus. Oui. Puis, je veux dire, qu'on ne se le cache pas, les Français aussi boivent de la bière. Les officiers français aussi s'attendent à boire de la bière. C'est juste que c'est un plus gros défi. Jean Talon, qui lui-même, à l'époque française, a voulu lancer pas une microbrasserie, une brasserie vraiment ambitieuse qui a coûté très cher, mais Jean Talon, c'est un intendant qui arrive avec de l'argent. Oui. Et puis, il arrive aussi avec les faveurs du roi parce qu'il y a des connexions. Il est bien placé. Là, Jean Talon, là, il a une vision. Il veut lancer l'industrie locale. Puis, il veut, en fait, donner un marché pour les agriculteurs. Fait qu'il lance une brasserie. Il se dit... il n'y en a pas une brasserie commerciale. Fait qu'on va se faire de l'argent. Puis en plus, ça va permettre aux agriculteurs d'avoir une rentrée d'argent parce qu'ils vont nous vendre leurs grains, leurs céréales, leurs houblons même. On faisait pousser des houblons. Le houblon, ça poussait. C'était pas un problème. Le marché était le problème. C'est la raison pour laquelle je te dis que c'est sur le tard puis que c'était pas si populaire. C'était populaire, mais en même temps, c'était pas assez pour que la brasserie de Jean Talon soit capable de produire. Elle a fermé en dedans de 20 ans. OK. Fait que c'est ça. Mais... évidemment, là, les Britanniques arrivent, puis ils arrivent avec de l'argent, puis ils vont être capables de faire des brasseries plus grandes, disons, que sous les Français. Puis là, ce qui va arriver, c'est que quand on regarde les registres de brasseries au 19e siècle, j'ai eu un inventaire qui m'a été donné par Pierre Clermont, qui est comme le grand spécialiste de l'histoire des brasseries en général et aussi des bouteilles. C'est quelqu'un de très interdisciplinaire, mais qui se considérerait jamais comme tel. C'est juste quelqu'un qui connaît extrêmement bien la bière. Fait qu'il m'a montré un inventaire des brasseries à travers les époques. Puis tu regardes le 19e siècle, c'est tous des noms anglais. Quand je dis tout, je veux dire
la majorité, peut-être Oui. 75%. Puis ça, ce soit à Trois-Rivières, à Québec, il y a des places où il y a une plus grande concentration d'anglophones, mais ce sont des noms anglais. C'est pas juste ça, c'est que les marins britanniques ils arrivent avec des gros navires. Les marins britanniques ont des rations allouées à eux pour de la bière, mais aussi des spiritueux. Hein. C'est une époque où est-ce que les spiritueux ont été largement adoptés. Fait que c'est ça, c'est du monde qui boit vraiment beaucoup. Puis là, fin 19e siècle, que tu as les consolidations, tu as les grandes brasseries. Ça, c'est les brasseries qui ont bien adopté les dernières innovations, soit qui ont inventé eux-mêmes, ou les innovations des grandes brasseries allemandes aux États-Unis. Parce que, petit détour américain, important, au début du 19e siècle, ça c'est René Guindon de la Mer à boire qui m'a dit ça, la consommation de bière par tête de pipe au début du 19e siècle aux États-Unis était de 3 litres, à la fin c'est rendu de 60 ou 65, ça a vraiment changé, puis c'est les Allemands, c'est l'immigration allemande qui a fait ça. Les Allemands ont apporté leur bonne bière bavaroise, c'est-à-dire claire, une bonne pils. Oui. Puis, ils en ont fait des empires. Il y avait des barons de la bière, comme il y a eu des barons du pétrole, puis du baron du caoutchouc, là, en anglais, des rubber barons. Fait que ces gens-là, ben, avec tout le capital, les infrastructures, ils font toutes sortes d'innovations dans le marketing, dans les wagons réfrigérés. C'est Pabst qui a inventé ça aux États-Unis, un wagon réfrigéré. Ça s'était jamais vu. Fait que là, tout d'un coup, tu peux vendre bien loin de tes portes. Ça se passe aux portes du Canada. Au Canada, les gens qui ont, comment je pourrais dire ça, l'heureux mélange de savoir, d'argent et de culot vont faire aussi des grandes brasseries qui vont devenir les grandes brasseries commerciales qu'on a aujourd'hui. Mais là, tu as la prohibition. Pendant quelques années au Canada, on met beaucoup de freins à la production de bière et de tout autre alcool. Puis ça ne durera pas très longtemps, 2 ans maximum. Aux États-Unis, ça va durer 13 ans. Ouais. Puis là, quand on relance l'industrie brassicole, les distilleries, on met des limites. Hein? Ça ne sera pas plus que 4 %. En Ontario, quand la fin de la prohibition prend place, très rapidement, là, déjà vers 1920-21, 4,4 % maximum. Fait que après la prohibition, en partie à cause des coûts des brasseries qui ont dû fermer pendant très longtemps, mais aussi à cause d'une certaine respectabilité qu'on veut. On veut éviter les excès de consommation d'alcool qui n'a absolument aucun sens du 19e siècle. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met des limites au taux d'alcool dans la bière. On essaie de contrôler ce qu'on peut contrôler. On ne peut pas mettre vraiment des limites du côté des spiritueux. Ouais. Fait que les spiritueux vont prendre plus de temps à s'en remettre, puis le vin va prendre encore plus de temps à s'en remettre. Mais là, qu'est-ce qui arrive? On s'habitue à de la bière éminemment peintable, faible en alcool, avec le moins possible de goût. Parce que les brasseurs veulent se venger de l'absence de clients durant, légalement parlant, en tout cas, durant la prohibition. Fait qu'ils veulent vraiment aller chercher le plus grand des marchés. La bière commence à perdre du goût, littéralement. Peu importe qu'est-ce que tu penses que c'est quoi le goût, que ce soit le houblon, que ce soit la céréale, on commence à faire des bières extrêmement peintables pour tout le monde. Quelque chose de plus universel. Puis on trouve de plus en plus des façons de faire ça puis de faire des économies de marché. Donc, tout d'un coup, à un moment donné... Ça, c'est commercialisé, non? Ben oui, c'est des empires. Puis on coupe. C'est ce qui arrive quand tu fais d'un produit quelque chose de standard, d'universel, puis tu l'envoies partout. Donc il y a. Hein? iPhone. Excuse-moi, j'ai un iPhone dans la gorge. Mais, ouais, fait que là, tout d'un coup, ben, qu'est-ce qui arrive quand toute la bière goûte pareil? À un moment donné, il y a des inventeurs, il y a des artisans, il y a des chimistes, il y a des professeurs d'histoire, il y a des professeurs de mathématiques. Il y a toutes sortes de gens qui se disent, mais ça, c'est peut-être un marché à aller faire découvrir. C'est peut-être c'est peut-être un problème, en fait. Il y a des gens qui sont pas très heureux de ça. En particulier en Angleterre, dans les années 60, déjà, là, il y a un mouvement, CAMRA, Campaign for Real Ale. C'est qu'on n'aimait pas les ajustements qu'on avait faits pour servir la bière avec des pompes, des nouvelles pompes modernes. On voulait de la vraie ale comme dans le temps. Fait que là, ils font une campagne, puis ils font du lobbyisme, puis tout d'un coup, on se met à recevoir de la bière sans le dioxyde de carbone qu'on injectait dans les barils, comme de la vraie ale. Puis là, aux États-Unis, il arrive quelque chose de vraiment bizarre. C'est le président Carter. Le président Carter va créer des lois ou approuver des lois qui vont faciliter l'essor des microbrasseries en jouant avec la taxation, puis qui vont autoriser le brassage à la maison. Genre, ça va être soit décriminalisé ou légalisé ou même encouragé.
Fait que là, tout le monde commence à expérimenter. C'est un nouveau marché. Tout d'un coup, ça devient facile de lancer une brasserie qui ne faut pas être super grosse. Ils sont notamment protégés par les taxations souvent excessives. Parce que quand tu fais de la bière, en tout cas au Québec, ce qui arrive, c'est que tu es taxé dès que tu produis une bière. Dès que la bière est produite, tu es taxé. Après ça, tu vas taxer à la vente. Il y a peut-être même une taxe que j'ai oubliée. Mais tout ça pour dire que sans le support un peu de la loi aux États-Unis, la révolution microbrassicole qui commence aux États-Unis avant de commencer au Québec aurait peut-être pas eu lieu aussi rapidement. Fait que là, tu as les grandes brasseries canadiennes, tu as les grandes brasseries américaines, après ça, tu as le problème des Anglais qui veulent retourner dans le passé. Tout ça fait une espèce de mouvement parce qu'on se dit au Québec, ben nous aussi, on peut faire de la bière artisanale. Nous aussi, on peut. En fait, on ne pense pas à créer de la bière artisanale. On pense à créer une bière différente, une bière qui a une saveur, une bière qui a une identité, une bière qui a un terroir. Puis ça correspond avec l'émancipation économique du Québec, avec la construction d'une identité québécoise. Fait qu'il y a des gens qui sont excellents en marketing, comme Unibrou, qui vont se dire, nous, on va aller puiser dans les légendes québécoises, puis on va biérifier ceci. C'est pas pire, hein? J'ai inventé un verbe pour ça. Ils sont tellement bons qu'ils m'ont fait inventer un verbe. Chapeau. Wow. Mais il n'y a pas juste eux qui vont ça. Tout d'un coup, on a un terroir, on a une passion, puis on a aussi un climat... un climat économique où est-ce qu'il y a plus d'argent qui peuvent se permettre plus de bière qui coûte un petit peu plus cher. Les standards de vie montent un petit peu aussi. Donc, dans les années 80, on voit les microbrasseries qui commencent à se développer. Mais c'est tough. C'est très difficile parce que le marché n'est pas là. Les gens ne viennent pas aux portes. En fait, il y a la SAQ qui va créer une SAQ bière. Ça va durer à peu près 4 ou 5 ans. C'est paradoxal. C'est plein, mais ça ferme. Pourquoi? Il y a plein de clients. Les clients ne manquent pas, mais ça va fermer. Pourquoi? Parce que les marges de profit sur les bières sont trop faibles pour que ce soit rentable à une échelle organisationnelle relativement grande. Les marges de profit sont plus grandes et plus intéressantes sur le vin et sur le spiritueux. Et c'est aussi simple que ça. Donc, le monde est là, mais ça, c'était des bières d'importation. Donc, on se disait peut-être, OK, ça correspond à un gros standard de qualité. De la bière européenne, on n'a pas ça ici. Mais on commençait à avoir ça ici. Le problème, c'est que les gens ne savaient pas que quand on faisait de la bière ici, c'était de la bière qui était aussi goûteuse. Parce qu'on pensait bière et on pensait, on se disait, pourquoi est-ce qu'on paierait plus cher pour payer, pour acheter quelque chose que je connais déjà, dans le fond? Fait que là, il y a un travail d'éducation qui a été fait. Il y a les premiers biérologues, Mario Dair, mais il y a aussi des microbrasseries comme Unibrou qui ont fait le travail vraiment là, de marketing puis de conscientisation. C'est pas juste du marketing, il y a aussi une réalité derrière ça. C'est que tu peux penser à n'importe quelle grande brasserie commerciale, puis par exemple, la bière qu'on boit, elle est plus goûteuse. Ça, c'est objectif. Elle est-tu différente de région en région? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on a des spécificités microbrassicoles? Oh boy. Je pense que les spécificités sont plus à l'échelle provinciale, honnêtement. OK. J'ai produit un show là, en anglais parce que j'ai le pendant anglais du temps d'une bière dans lequel moi, je ne suis pas l'animateur, je suis juste le producteur. Puis ça s'appelle Hoppy History. Puis j'en parlais avec le fondateur, un des copropriétaire de Kitchissippi Brewing. Puis lui, il me disait, la bière au Québec puis l'Ontario, c'est vraiment différent. En Ontario, tu as beaucoup de bières du style de la IPA, tu as beaucoup d'expérimentation, mais au Québec, on s'intéresse beaucoup plus à la Belgique. C'est aussi simple que ça. Pour lui, là, c'était aussi simple que ça. On a plus de bières qui sont populaires, qui sont belges, on a plus de bières blanches, plus de bières belges. En Ontario, ces choix-là ne sont pas présents, donc on se concentre plus sur ce qui est plus en vogue, puis on fait plus de variations sur ce qui est plus en vogue. Fait que tu as plus de monde qui vont investir plus d'efforts encore dans le monde de la IPA. Pourquoi les Belges? C'est Unibrou. C'est Unibrou qui est allé chercher les bières belges en premier. Mais ensuite, c'est que ça a été populaire, donc ça a marché. Et ensuite, on a beaucoup de proximité linguistique. Ça, je ne sais pas à quel point, honnêtement, ça joue un rôle, mais je pense pas qu'on peut juste j'allais faire un lien. L'enlever de la... Parce que c'est difficile à quantifier, tu sais. Ouais. C'est facile d'avoir des brasseurs belges qui viennent ou d'aller les recruter.
Mais c'est aussi que pour nous, il y a une certaine parenté brassicole. C'est comme... C'est des parents des Français qui sont des ancêtres, si on veut. Ouais. Mais ça se quantifie comme pas. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a moins d'efforts de faire de la bière belge, mettons, en Ontario. Ça, c'est juste... Ça, c'est moins controversé, mettons. C'est plus facile à quantifier. Il n'y a pas vraiment de bière belge en Ontario. Il y en a, mais pas autant qu'ici. Puis ils n'ont pas le même succès. Puis les lambics non plus, tout ce qui est gueuse, c'est là, mais... En termes de succès, est-ce que le Québec, ça serait dans les... Je pense qu'il y a plus de microbrasseries en Ontario. Puis je pense qu'elles sont plus grosses aussi. Mais tu sais, au Québec, on a des excellents succès de microbrasseries. Là. Il y a Unibrew qui a été racheté par Sliman, qui a été racheté par Sapporo. Fait qu'Unibrew est dans un consortium international. C'est gros. Mais on a vraiment des bonnes bières. Je veux dire, juste ici, là, à Gatineau, on a le 5e Baron. Ça fait 3 ans qu'ils existent. Ils sont connus à travers toute la province. Puis, ce que j'aime avec eux, c'est que ils expérimentent énormément. Ils jouent beaucoup. Ils prennent des risques, mais leur bière a toujours le même standard de qualité. C'est jamais une bière décevante. C'est jamais une bière qui goûte trop peu en essayant de goûter trop. Fait qu'ils se maintiennent bien, même en prenant des risques. Ils prennent bien leurs risques, je trouve. Mais tu sais, il y a Alderive aussi, il y a Gallicus. J'étais avec Aventure Outaouais à Gallicus, puis on a goûté 4 de leurs bières. Les 4 bières étaient extraordinaires. Ils avaient la Pléthore, qui était à mi-chemin entre une bière et un smoothie. Je te jure que c'était exactement la bonne place entre un smoothie et une bière. Ça a goûté assez la bière pour que je sois satisfait, puis assez le smoothie pour que je sois surpris. Mais sans que ça gâche aucun des deux plaisirs. Est-ce que tu aimes une bière plus simple ou quelque chose de plus compliqué en termes de goût? J'aime pas les bières compliquées. Non. Non. Puis je pense qu'une bonne bière doit être simple. Parce que si tu as une bière compliquée, le problème, c'est que tu sais plus ce que tu goûtes. Exact. Puis que ça goûte à rien. Parce que pour moi, j'associe vraiment la complexité à rien goûter, mais en même temps, c'est mal parlé que de dire ça parce que ça trahit un peu ma propre ignorance par rapport à ça. Parce qu'en réalité, c'est complexe de faire une bière simple. C'est plus complexe de faire une bière simple que de faire une bière, mettons, complexe. Tu sais, c'est quoi vraiment une bière complexe? Là, tu t'es rendu où? Tu peux avoir, mettons, plusieurs types de malt. Tu peux avoir plusieurs grains. Tu peux avoir des houblons qui viennent vraiment de pays différents puis qui ont des profils différents. Ça, c'est cool. Mais tu sais, c'est le dosage. C'est l'art de la coordination. C'est l'art du dosage. Prends une Pilsner puis une IPA. Une IPA, tu peux dire que c'est complexe quand tu as plusieurs houblons, plusieurs céréales. Déjà, juste avoir les bonnes quantités de houblons, les bonnes quantités d'acide alpha, d'acide bêta, ça peut décevoir, mais tu vas toujours goûter au moins le houblon. Fait que c'est moins difficile à rater une IPA parce que tu vas toujours avoir le houblon. Le houblon, il est là. À moins que tu aies un houblon vraiment défraîchi, tu vas goûter ton houblon. Une Pilsner, il y a un houblon, il y a une céréale. C'est une bière tellement simple que le moindre défaut va te sauter à la figure. Donc, elle est beaucoup plus complexe à réussir. C'est une bière nue. C'est la bière nue. Donc, c'est laquelle qui est vraiment la plus compliquée. T'sais, techniquement, il y a plus de choses dans l'une, donc c'est une bière plus complexe, mais c'est plus complexe de réussir quelque chose dans lequel il n'y a pas de garde-fou. Si tu rates un petit quelque chose dans ton dosage, dans ton grain bill, dans ta Pilsner, ben là, ça va vraiment apparaître. Les défauts vont te sauter aux figures. À la figure. Tu n'as pas plusieurs figures. Tu as peut-être plusieurs figures. Es-tu Janus? Oui, un peu. Ça marche. Oui. Qui es-tu? Qui sommes-nous? T'as pas le droit de répondre avec une question comme ça. Là. Pourquoi pas? C'est trop facile. C'est la philosophie, non? Je pensais que... Tu vois, juste des questions. Juste des questions. Ça, là, hey, c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. Je suis une personne qui aime boire la bière accompagnée de personnes intéressantes. Ah oui. Écoute, c'est le temps d'une bière. C'est fait pour. Oui. Pose-moi toutes les questions que tu n'as jamais voulu me poser ou poser à qui que ce soit sur l'univers de la bière. Tes plus folles espérances vont être exaucées. Mais juste si ça a rapport avec l'univers de l'histoire et de la bière, puis que je peux répondre. Parce que tout ce qui est, mettons, donne-moi $1 demi-million, je vais être moins bon à faire ça. Je n'ai pas ces pouvoirs magiques là. Je ne peux pas encore. Non, c'est vrai. Pas encore. Mais je vais avoir une update là bientôt. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Je vais avoir une update. Bonne Saint-Jean tout le monde. C'est vrai qu'on enregistre ça le jour de la Saint-Jean, de la Saint-Jean-Baptiste. Ben oui. La meilleure microbrasserie au Québec.
C'est laquelle? T'as pas le droit de dire Unibroue. Je suis désolé, Unibroue. OK, je vous connais pas, mais vous avez l'air des belles personnes. Tu connais pas Unibroue? Non. Ben, je connais leur tu brand. connais, non, mais t'as pas goûté. Non. Je suis pas un gars de bière, en passant. Ben... Pas trop. C'est difficile pour moi de battre la Castor de... Voyons, Yakima de Castor ou Castor de Yakima. Je sais plus qui fait quoi, mais la Castor de Yakima ou la Yakima de Castor, c'est pas mal ma bière préférée. Donc, que ce soit Castor ou Yakima, la microbrasserie, j'aime beaucoup. Ça, je suis un grand fan. Mais je les connais pas. J'essaie tellement toujours de goûter des nouvelles bières qu'on dirait que je m'attends pas à ça, mais je pense que c'est pas mal dans le top. Ouais. T'as voyagé pour de la bière aussi, hein? Ouais, j'étais allé au Mexique. Oui. Puis, étonnamment, ce que j'ai le plus appris au Mexique, ça avait rien à voir avec la bière. C'était quoi? Le pulque. C'est quoi le pulque? Non. Le pulque, c'est drôle. Pulpe, c'est... Non. Octopus? C'est de la pieuvre? C'est pas ça, Non, c'est pas de la pieuvre. Okay, on parle pas de pieuvre. Le pulque, c'est une boisson fermentée traditionnelle des peuples précolombiens. Des Mexico, puis des Aztèques et de bien d'autres peuples. C'est une boisson qui prédate l'arrivée des Européens, qui se fait à base de cactus. Le cactus s'appelle le maguey. Et puis, c'était très, très, très en vogue à l'époque coloniale. Et c'était une boisson qui était réputée te donner des ailes. Là. C'était une boisson qui était réputée divinatoire. C'était une boisson qu'on buvait pour consulter les oracles. Là. Quand on se préparait pour une guerre, on allait boire ça. On allait shooter au maguey pour aller voir qu'est-ce que les as disaient sur la stratégie militaire. Puis c'était vraiment là, considéré comme étant l'incarnation d'une déesse, ou en tout cas son cadeau. C'est un thème qui revient souvent dans l'histoire des boissons intoxicantes. Mais grosso modo, c'est de la sève de cactus que tu fais fermenter. Puis ça peut te donner jusqu'à 8 d'alcool. La plupart du temps, ça se tient autour de 3 à 4. Puis ça, c'est encore une fois exactement comme la bière porridge qu'on brassait en Mésopotamie au tout début de l'aventure humaine. C'est quelque chose que tu brassais de façon communale, puis tu buvais ça rapidement. Mais ce qui est intéressant avec le pulque, c'est tout ce que la sève vient apporter en termes de propriétés médicinales. C'est plein de probiotiques. Il n'y a pas assez d'alcool pour tout tuer ce que la sève vient apporter. C'est du kombucha, dans le fond. C'est du kombucha, mais extrême. Là. C'est du kombucha sur stéroïde. Tu peux te saouler avec ça. Ça se fait. Mais, oui, 8%, c'est sûr. Mais sur le 8 faut pas trop penser à ça. Dans des conditions vraiment rares et optimales, c'est plus autour de 3 C'est plus... C'est plus, en fait, le niveau, c'est plus comme le niveau de bière que tu pourras avoir avec des gens qui mettent généreusement de la céréale dans leur bière au Moyen Âge chez eux. Mais grosso modo, ça goûte très différent. C'est plutôt laiteux comme texture. Et puis, c'est vraiment un goût acquis. T'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'en ai goûté tel quel, pur, sans autre chose mélangée autour. Parce qu'on fait du curado là, au Mexique, on mélange ça avec d'autres affaires. Moi, je l'ai goûté cru, là, si on veut. Et puis, ça goûte pas grand-chose, honnêtement. J'étais déçu. Mais ils ont mélangé ça avec du jus de fruits, puis j'ai trouvé ça adorable. On donnait un litre de ça, c'était ben trop. Mais j'étais de bonne humeur, ça, c'est sûr. Et puis, le pulque, c'est intéressant parce que, historiquement, chez les Aztèques, c'était considéré comme étant un passage vers les dieux, donc c'était réglementé. Il y avait beaucoup, beaucoup de limites à ça. Je pense que seules les femmes allaitantes pouvaient, pendant une certaine période, donner du pulque à leur... ils pouvaient en boire. Et puis, sinon, il fallait avoir autour de 65-70 ans pour avoir le droit d'en boire librement. Mais encore là, il fallait être chez soi. Chez les Aztèques, une société... fascinante. Éminemment fascinante, patriarcale, violente, militariste, bien régimentée. Imagine les nazis... Spirituel, oui. Imagine les nazis, mais avec vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'amour pour les sacrifices humains. En fait, la comparaison avec les nazis ne tient pas. Là. C'est juste pour insister sur le fait que c'est un régime militariste. Tout est militarisé, tout est réglé. La liberté individuelle de dire « Je suis pas d'accord avec vos décisions » aboutit facilement à « Tu viens de perdre ta tête parce qu'on a besoin d'un sacrifice humain pour le soleil qu'on doit maintenir vivant. » Mais c'est intéressant aussi, c'est que les Mexico, là, les Aztèques, comment ils s'appelaient eux-mêmes, pensaient vraiment que tu avais un bout de soleil en toi, puis il fallait donner ce bout-là au soleil pour maintenir le soleil en vie, pour pas qu'il y ait une dévastation suprême.
Fait que c'était pas juste on aimait le sang. On pensait vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait qui était à l'échelle transactionnelle. Mais s'il y a une chose que je veux ce que je veux dire par qu'ils sont vraiment militaristes puis tout régimentés, c'est que on t'interdisait d'être sous en public. C'était punissable de mort. En tout cas, ça dépendait des époques, là, parce qu'il y avait différents rois, différents chefs, différents gros bigs, mais grosso modo, les pénalités étaient extrêmement sévères pour être montrées, pour être vues ivres en public, sauf durant le grand festival de la déité protectrice de la bière, dans lequel, si tu étais ivre à cause du pulque, tu pouvais pas être condamné, peu importe ce que tu faisais, parce que tu étais maintenant la manifestation de la divinité à travers ton ivresse. Oh my God. L'ivresse était tellement clé que c'était juste durant le festival de la divinité clé qui protège l'ivresse et donc le pulque que tu pouvais être complètement exonéré de toutes tes actions. Puis ça, c'était comme ritualisé. Fait que tu avais les deux extrêmes. Tu pouvais tout faire quand tu étais chaud le jour de l'anniversaire. N'utilise pas ça comme exemple pour un DUI, OK? C'est quoi un DUI déjà? Driving under the influence. Ah ouais, ça, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Un barrage, si un barrage, là, on n'utilise pas ça comme exemple. C'est un podcast prône la modération. Les Aztèques prônaient une différente forme de modération. Ouais, une modération dans laquelle tu avais comme l'équivalent de la purge. Ouais. Personne fait des crimes, il y a moins de crimes, mais quand c'est le jour de la purge, tout le monde fait tous les crimes. Tu comprends? Ouais. C'est un peu comme ça. Ouais. Fait que les Aztèques, peuple fascinant qu'ils sont, avaient mis beaucoup de limites sur le pulque, donc c'était quand même restreint. Là. Puis, dans le fond, il fallait être noble ou être l'élite pour avoir un accès assez facile, et ou sinon, il y avait d'autres exceptions, mineures et majeures. Mais là, les Espagnols arrivent, détruisent l'Empire aztèque. Est-ce que c'est les Espagnols qui ont apporté la bière avec eux? C'est où que la bière s'est faite introduire à leur culture? La bière fait souvent référence à un standard européen dans lequel tu as du malt qui est fait à base d'orge qui a été malté, en guillemets, plus de céréales. Ouais. C'est une référence, dans le fond, à la boisson fermentée qu'on est habitué de boire, mais il y a des formes de bière, entre guillemets, à travers la planète, puis qui prédatent probablement ce que nous, on a connu comme étant la bière en Europe. Il y a Martin Thibault qui a fait des voyages, qui a vu des bières artisanales faites maison à base de toutes sortes de céréales, y compris au Pérou, je pense qu'il y a été, où est-ce que là, les gens font de la bière à partir de maïs depuis des temps immémoriaux. D'ailleurs, encore ça aussi, on en a déjà parlé, toi puis moi, il est très possible que l'agriculture ait suivi le brossage de boissons fermentées à base de maïs et non pas l'inverse. Parce que le maïs de l'époque, pendant très longtemps, aurait été impropre à être mangé juste parce qu'il n'était pas assez nutritif, mais grâce à la salivation et au maltage, tu aurais été capable d'aller chercher plus de nutriments dans le maïs avec la fermentation. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant. Il faut insister là-dessus. Et l'alcool est 4 fois plus énergétique, si on veut, que le sucre. Il y a 4 fois plus de calories dans l'alcool que dans le sucre. Mais l'alcool reste un poison. C'est un problème pour ton corps de recevoir le sucre aussi à un certain point. Comment? Le sucre aussi à un certain point. Ouais, c'est là qu'on revient dans le fameux débat. C'est-tu plus le dosage ou la substance? Un expert en poison te dirait, le poison, c'est la dose. Mais c'est comme la caféine. Tu prends un verre, tu prends un café, c'est correct. T'en prends 10. Bonne nuit. Pour de bon. Vraiment? C'est-tu à ce point létal? T'as-tu déjà essayé ça? Regarde. Je suis un gym guy, OK? Fait que quoi, tu bois plein de café pendant que tu es en train de travailler tes biceps? Constamment. T'es pas sérieux? Tu bois pas du café pendant que tu vas au gym? Pas pendant, mais il y a du pre-workout qui, dans le fond, dans le pre-workout, il y a de la caféine. Ben oui. Oui. Je suis tellement pas un gym guy. Ouais. Mon nom, c'est Pierre, d'ailleurs, c'est pas Jim. Mais après ce jeu de mots désastreux, dis-moi, je comprends pas le rapport entre le pre-workout puis la caféine. Ben, OK. Dans le fond, le pre-workout, c'est quelque chose qui est donné à des gens qui veulent aller s'entraîner. C'est dans le fond, pour faire circuler le sang pour que, dans le fond, tu aies une meilleure pompe. C'est vraiment douchebag comme description, mais c'est vraiment ça. Pour que tu sois bien pompé, là, pas bien pompette, mais bien pompé. Oui, exactement. Voilà. Un peu les deux en ce moment, là, mais oui.
pas pomper l'autre gars dans le triumvirat romain qui était riche et célèbre puis tout là. Non, tu penses vraiment là Les muscles. les muscles. La vascularité. Mais OK, le café entraînerait la vascularité, la Ben, caféine? il n'y a pas juste la caféine dans les pre-workouts. Il y a d'autres substances qui, comme mettons, je sais pas comment je pourrais décrire ça. Mais comme... tu te fais-tu comme un milkshake avec du café, des bananes, du magnésium? Ça marche Non. comment? Dans le fond, moi je suis pas capable de m'entraîner sur un ventre plein. Je suis pas capable de, mettons, boire 2 shakes avant d'aller m'entraîner. Moi, c'est vraiment après. Typiquement, je faste avant un workout. Tu jeûnes. Oui, à jeun. Tu y vas à jeun. Oui. OK. Puis, dans le fond, je prends de la caféine pour me donner un boost d'énergie, veux pas, aussi. Ouais. Mais il y a d'autres substances aussi qui, mettons, comme le sel. Mettons, tu prends une cuillerée de sel avant de t'entraîner, tes veines, dans le fond, la circulation du sang va se faire mieux dans tes muscles pendant que tu t'entraînes. Ah oui. Ouais. Et puis, dans le fond, il y a différentes substances qui réagissent différemment par rapport au corps humain. Puis, et voilà le pre-workout. Mais il y a beaucoup de pre-workout avec... une quantité absorbitante de caféine. OK. So, oui, j'ai des. T'as beaucoup déjà eu d'expérience, trop ouais. de café dans ton sang, là. Ouais, je sais, je Je sais. comprends bien. Là. Si je lis Ouais. entre les lignes, Ouais. si je lis entre les veines puissamment gonflées Pompées, par ouais. l'excès de caféine, Exact. je comprends que t'en as trop pris. Ouais. Moi, Ouais. j'ai déjà travaillé dans une firme où est-ce que... C'est sûr, tu peux mourir de la caféine, c'est sûr, c'est sûr. À un certain niveau, le corps humain. je Essayez pense pas que ça, c'est s'il vous plaît. Les gens qui nous écoutent, testez pas vos limites avec le Ouais. café, là. Sérieux. C'est pas le temps. Je pense que c'est 1 gramme de caféine par jour, ça commence à être borderline. Là. Ça peut être mortel. Là. 1 gramme de caféine Oui. par jour? Oui, Ben, c'est bien plus de... c'est beaucoup. On prend... Même, attends, mais... Si tu Il y prends a un café... 80 mg par café. Environ. 100 mg. Ah, ouais. Oui. Fait que, mettons, une tasse de café, ça aurait 80 à 100 milligrammes. Oui. Mais si tu prends 1 gramme... Oui. Ça OK. peut être mortel. Fait que ça ferait à peu près 12 cafés, là. Ouais, environ. Puis il se passe quoi quand t'es rendu là? En bon québécois, tu pètes aux frettes. Pètes aux frettes. Tu pètes Ouais. pas de la broue, tu n'inities pas un processus de fermentation Non. qui va te permettre de parler au Dieu, tu Ouais. t'en vas littéralement au Dieu. Ben, tu vas fermenter. 6 pieds sous terre. Ouais, ok, je comprends. Ouais, ouais. Ben oui, mais ça nous ramène à un point crucial. On est entouré de drogue. Il y a des drogues partout. Ouais. Le café est une drogue. L'alcool est une drogue. On en pense. C'est comme si on faisait. C'est comme s'il y avait juste les mauvaises drogues qui étaient des drogues, puis les bonnes drogues n'étaient pas des drogues. Mais tu sais, une drogue, c'est quelque chose qui va altérer la cognition. Pour moi, le sucre, c'est une drogue. Pourquoi? C'est addictant. Ça donne un rush, un boost de dopamine. Pour moi, c'est une drogue. Pour moi, il y a des gens qui peuvent être constamment, qui peuvent être addictés à ça. Il y a aussi des gens, mettons, diabétiques à un certain point. Tu sais, ça peut causer des effets néfastes. Puis, comme tu dis, c'est avec modération. Ben, avec un surplus de plusieurs substances ou d'une substance en tant que telle, caféine, sucre, peu importe, ça peut être mortel. Ouais. Oui. Ben, tu sais, moi, je fais la distinction entre des substances qui vont influencer ta cognition puis ton comportement. Mais dans un sens, le sucre, ça peut influencer ton Ouais, cognition. je suis pas confortable avec ça parce que, Mm. premièrement, je sais pas comment être dans le désaccord avec toi parce que tu as raison que le sucre en excès va faire très mal, mais je veux quand même au moins une ligne, au moins une espèce de zone grise entre quelque chose qui en excès va te tuer puis quelque chose qui va non seulement faire ça, mais modifier ton comportement. Tu sais, le sucre pourrait t'exciter vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais tu sais, tu prends une bonne dose de LSD, là, tout d'un coup, l'univers t'es d'ailleurs dans une autre dimension. Oui, oui. Le sucre va pas te donner Non. cette espèce de changement dans tes habiletés cognitives. C'est similaire, mais c'est pas vraiment. Ouais. Mais tu sais que ça va jouer dans les mêmes neurotransmetteurs. Hein? Exact. Cocaïne, Exact. sucre, sexe, ça va juste tout jouer dans ta sérotonine, dans ta dopamine. Mais c'est l'habilité à, en faisant ça, aller changer ton comportement. Puis, dans le fond, ce qui arrive avec les drogues illégales, c'est que l'imprévisibilité du changement de comportement est moins tolérable. Je pense que c'est ça. Ça doit être, oui. Je pense que c'est pas comme ça que c'est consciemment approché par les gens qui décident qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais au final, il me semble que c'est comme une bonne frontière hypothétique, absent des meilleurs critères de définition. Wow! Comment est-ce qu'on s'est rendu là? Je sais pas. T'as-tu déjà essayé ça, du DMT ou du Non. LSD? Non. Moi non plus. J'aimerais ça pas. Ah oui? Oui. OK. Un jour. Peut-être. Ouais.
Pour vrai, oui. J'ai déjà essayé des champignons quand j'étais plus jeune. Du portobello? Oui, exact. Ouais, exact. Ouais, des shiitake, oui, c'est très bon. Oui, c'est bon. Ah non, mais c'est bon des Très champignons. bon, ouais. C'est bon des champignons. Les gens qui aiment pas les champignons, là, je comprends pas. Là. Je comprends vraiment pas. Mais ils ont droit à vivre. Ils ont droit de vivre quand même, ces gens-là. Non. Non? OK. Non. D'accord. On a un petit problème. Sacrifice. Ouais, c'est ça, sacrifice humain. On parlait d'Aztèque. Oui, c'est ça. C'est ces gens-là. Mais retournons au moment. Est-ce que toi, tu as essayé des petits champignons? Oui. Tu as essayé. Voyons. Tu as essayé ce qu'on appelle des champignons magiques, là. Oui. Comment a été ton expérience? Quand tu dis Ego Death, je l'ai ressenti. La mort de l'ego. Oui, je l'ai ressenti. J'ai eu des très belles expériences. J'ai eu des réalisations aussi. Puis, dans le fond, je fumais la cigarette avant, intensément, beaucoup, là, comme 2 paquets par jour. Puis, pendant que j'avais mon expérience, j'ai réalisé à quel point c'était néfaste pour mon corps. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était, dans le fond, j'ai réalisé le dommage que ça faisait non seulement à mon corps, mais aussi à mon esprit. C'était fou. Puis je n'ai jamais retouché. Pour vrai, là, on peut faire corrélation aussi avec les gens qui, comme tu disais avant, qui souffrent de dépendance. Ils utilisent beaucoup, mettons, en ce moment, ils font beaucoup de thérapie avec des champignons pour régler ces problèmes-là. Puis je l'ai vécu avec personnellement. Avec la psilocybine. Oui, exact. Avec l'ingrédient actif là, qui déclenche ces processus-là dans le cerveau. Ouais. Ça te fait réaliser que il y a plus à la vie que ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu expériences. There's more. Il y a plus. Ouais. Ce qui arrive quand tu consommes des trucs comme la psilocybine, c'est que tu réduis l'activité neurologique dans le cerveau et puis tu t'en vas réduire les connexions entre les hubs neuronaux de ta tête. Tu forces le cerveau à penser différemment puis latéralement. C'est très, très, très bon pour traiter le PTSD parce que ça te permet de revisiter des moments sans déclencher toutes les zones réflexes puis les mémoires. Revivre l'expérience sans le revivre. Exactement. Parce que ton cerveau est forcé de travailler différemment. Parce que le cerveau a oublié. Parce que tu travailles hors des sentiers battus. Donc, tout est nouveau, si on veut. Donc, tu peux, dans le fond, avec la psilocybine, tu peux dissocier le souvenir du sentiment. Tu peux sortir de ta tête, tu peux sortir de ton corps, tu peux t'observer. Et puis, ça a des résultats qui sont absolument prodigieux. T'sais, on a fait une expérience, je pense que c'était en 2000... entre 2008 et 2012 aux États-Unis avec des gens qui étaient en fin de vie à cause d'un cancer terminal. 80% ont décrit ça comme étant une des 5 plus importantes expériences de leur vie. Et puis, je pense que c'était 50% qui en parlaient comme étant une expérience quasi divine. Il y en a une qui a été citée dans un livre de, je pense, Brian Muraresku qui disait moi, je crois pas en Dieu, mais ce que j'ai ressenti, c'était comme être baigné dans la lumière de Dieu. Puis ça, c'est une athée. Cette femme-là ne croit pas en Dieu. Fait que, ouais, c'est puissant. Puis c'est une puissante digression. Puis c'est vraiment à l'image de ce qui arrive quand 2 gens passionnés se mettent ensemble pour parler des vraies affaires pour le temps d'une bière, surtout lorsqu'on est de bonne humeur, puis avec une très bonne bière. Et en plus, ce qui plus est, de surcroît, le jour de la Saint-Jean. La Saint-Jean. Mais là, il n'y a pas juste la Saint-Jean, il n'y a pas juste le temps d'une bière, il y a toi aussi. Toi, tu animes un podcast, toi aussi, qui s'appelle Smack Talk. Où est-ce qu'on peut trouver ça? YouTube, Spotify, sur tous les réseaux dans le fond. TikTok aussi, s'il vous plaît, à cause j'ai de la misère avec TikTok. Allez supporter mon TikTok. Ouais. Instagram, Spotify, YouTube, vous allez me retrouver, smacktalk.tv. Pas mal simple. Soyez son ami. Bien sûr. Merci de nous avoir écoutés, puis n'oubliez pas de vous abonner au temps d'une bière, parce que tu sais, des fois, c'est le temps d'une bière. Toujours le temps d'une bière. Fait que c'est ça. À plus. Ciao.